tous. Bienvenue dans ce nouvel échange. Alors, vous connaissez peut-être la personne qui est assise à côté de moi, Mathieu Flamini. Son nom vous dit sûrement quelque chose, peut-être pour des raisons différentes. Ça dépend un peu de votre âge, ça dépend de vos centres d'intérêt aussi. Vous pouvez le connaître pour sa carrière de footballeur international. Mathieu a joué à l'OM, à Arsenal et à l'AC Milan. Vous pouvez aussi le connaître parce que c'est un super entrepreneur qui a entrepris dans le domaine de la chimie, qui a levé des fonds, 15 millions d'euros l'année dernière avec son entreprise GF Biochemicals. Donc des facettes très différentes, beaucoup de succès aussi. On va essayer de voir s'il y a des points communs derrière ces succès, de revenir un peu sur votre parcours, Mathieu. Alors pour commencer, je ne l'ai pas dit en introduction parce que j'avoue que j'avais un peu peur de raconter n'importe quoi. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que fait votre entreprise GF Biochemicals ? Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Donc avant de vous dire ce que GFB, ce que nous faisons, je vais vous parler un petit peu de la chimie, okay, qui est une industrie qui nous impacte à tous parce que c'est difficile d'y échapper. Aujourd'hui, tout ce que vous utilisez, tout ce que vous touchez est fait à base de produits chimiques. Voilà. Et donc, ces produits que nous utilisons dans la vie de tous les jours, que ce sont les shampoings, les déodorants, les gels douche, les peintures et bien d'autres, tous ces produits sont aujourd'hui faits à base de dérivés du pétrole. Okay. Et donc, ces dérivés du pétrole ont malheureusement aujourd'hui un effet néfaste, pas seulement sur la santé, mais également sur l'environnement. Et donc, nous avons une dernière étude, d'accord, de l'Agence internationale de l'énergie, qui a également démontré qu'aujourd'hui, à peu près un tiers de la demande du pétrole part dans la pétrochimie. La pétrochimie, c'est-à-dire les dérivés du pétrole. Et donc, nous, à GF Biochemicals, nous avons comme ambition d'apporter des solutions durables pour remplacer donc ces composants du pétrole qui sont dans les produits de la vie de tous les jours, pour les rendre bien plus durables et bien plus sûrs. Voilà. Je n'aurais jamais réussi à aussi bien expliquer tout ça. Cette entreprise, quand vous l'avez créée, vous aviez 24 ans, vous jouiez au football. Alors c'est vrai qu'on entend parler en ce moment pas mal de sportifs qui investissent, qui ont des activités annexes. Est-ce que vous avez eu un rôle opérationnel dès le début ? Et puis 24 ans, premièrement, c'est jeune, et deuxièmement, ce sont des activités assez différentes. Donc est-ce que vous avez pris une part active dans l'entreprise dès le départ ? Alors, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que donc, moi j'ai grandi dans le sud, sur Marseille, pas loin de la mer, avec un papa plongeur par passion. Donc depuis très jeune, j'ai toujours été très sensibilisé aux questions environnementales. Et donc j'ai grandi avec deux passions. La première, le football. Donc j'ai eu la chance de vivre en rêve en devenant footballeur professionnel. Et la deuxième passion, ce sont les questions environnementales. Et donc j'ai commencé, comme vous avez dit, à jouer pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, très rapidement, je suis parti à l'âge de 19 ans rejoindre le club d'Arsenal. Et puis 4 ans après, je suis parti en Italie jouer pour le club du Milan AC. Et c'est là que j'ai rencontré le co-founder de GF Biochemicals, donc le G, car le F c'est Flamini. Et également, donc, j'ai rencontré un groupe de chercheurs exceptionnels, des personnes qui travaillaient pour le Polytechnique de Milan. Et ensemble, donc, nous sommes partis dans cette aventure. Ce qu'ils avaient oublié de me dire, c'est que pour introduire une nouvelle molécule sur le marché, c'est un cycle de 10 ans. Donc c'est un petit détail qu'ils ont oublié de me dire. Et puis bien évidemment, en étant athlète de haut niveau, donc c'était difficile de faire partie du management pour tout ce qui est day-to-day operation. Donc ce que je faisais, c'est que je m'entraînais le matin. Et puis l'après-midi, je prenais part aux décisions et aux projets qui se passaient dans la compagnie. Donc ça nous a pris 10 ans pour venir développer ces technologies, pour ensuite, depuis à peu près 2 ans, commercialiser les produits. Donc, pour moi, il y a eu 2 aspects importants. L'aspect personnel, qui m'a permis de m'épanouir, pas seulement sur le terrain, mais également de pouvoir s'ouvrir cette passion qui était liée aux questions environnementales. Et la deuxième, sur le plan professionnel, vous savez, quand vous jouez au football, même de manière professionnelle, vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des blessures. Et de pouvoir mener cette vie d'entrepreneur sur le côté, ça aura permis de me changer les idées, de penser à autre chose dans les moments difficiles. Et alors à l'inverse, quels sont un peu les enseignements de sportifs que vous pouvez appliquer au monde de l'entrepreneuriat ? Là, vous n'êtes plus joueur professionnel et vous avez vraiment pris en main, pris les rênes de la société depuis quoi ? Ça fait 1 an et demi à peu près ? C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport, le sport de haut niveau et le monde de l'entrepreneuriat.
J'ai eu énormément de chance de côtoyer des personnes, de personnes exceptionnelles. J'ai eu 2 entraîneurs, le premier Arsène Wenger et un autre Carlo Ancelotti, 2 personnes de caractère totalement différents. Le premier très composé et très calme, le deuxième beaucoup plus expressif et un petit peu plus impulsif. Mais j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il y a plusieurs aspects importants qu'on retrouve dans les 2 mondes. Le premier, c'est de savoir être performant quand il y a beaucoup de pression. Donc bien évidemment, quand vous jouez dans des stades de milliers de personnes, c'est une pression qui n'est pas facile à gérer, mais également quand vous êtes un entrepreneur, quand vous investissez votre propre argent, quand vous avez des investisseurs, quand vous faites face à une compétition rude. Donc savoir être performant dans les moments comme ça, c'est important. Ensuite, je parlais donc de la compétition. Bien évidemment, c'est une chose que vous retrouvez dans le monde du sport, mais également dans le monde de l'entrepreneuriat. À l'arrivée, quand vous avez une start-up, c'est une course. C'est une course à la compétition, c'est être le meilleur dans ce que vous faites et c'est une compétition à l'international. Ensuite, vous avez également la résilience, le sacrifice, la persévérance. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour arriver au haut niveau dans le sport, mais également c'est une chose nécessaire pour arriver dans l'entrepreneuriat. Nous avons commencé l'aventure il y a plus de 12 ans. Donc nous sommes dans la deep tech, donc nous développons des technologies. C'est un petit peu différent que développer par exemple une app. Ça prend beaucoup plus de temps. Et la dernière chose, j'ai envie de dire, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. Quand vous êtes dans un sport collectif, bien évidemment, ça a beaucoup de sens. Mais quand vous êtes dans une start-up, quand vous êtes dans une compagnie, vous faites partie d'un collectif. Et savoir être à l'écoute des autres, tout en même temps être un leader, c'est une chose extrêmement importante. Alors vous l'avez beaucoup dit, ça met 10 ans de développer une molécule, ça fait 10-12 ans que vous travaillez là-dessus. Aujourd'hui, vous bénéficiez vraiment d'un momentum assez favorable. Il y a une régulation européenne qui va interdire certaines molécules et donc favoriser les vôtres. Il y a aussi une prise de conscience des consommateurs. Donc on se demande tous quelle crème on se met sur le visage, de quoi est composé son shampoing, de même qu'on se demande ce qu'il y a dans notre assiette. Donc il y a un momentum favorable pour votre activité aujourd'hui. En même temps, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est entrepreneur et est-ce qu'il vaut mieux être porté par ce type de momentum ou au contraire avoir une vision et rester convaincu qu'on va dans la bonne direction quand personne d'autre ne voit la même direction que vous? Je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, mais le plus important surtout c'est de se projeter. Se projeter parce que comme vous dites, c'est vrai qu'il y a maintenant 12 ans, c'était pour nous très difficile de pousser les portes des grands groupes chimiques, des grands groupes de consommateurs. Et bien évidemment, les choses ont beaucoup changé. J'aime bien prendre l'exemple d'un joueur de football. Quelle est la différence entre un bon joueur de football et un grand joueur de football? Le grand joueur de football anticipe, c'est-à-dire qu'il sait où il va passer le ballon avant même de le recevoir. Même chose pour un entrepreneur. L'important, c'est de savoir quelle mouvance va être demain pour pouvoir anticiper et pour être là où personne ne nous attend. Mais c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire depuis longtemps. C'est vrai également qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui sont en train de pousser cette industrie à une grande transition. Mais un des grands facteurs, c'est bien évidemment le régulateur. Le régulateur, que ce soit les gouvernements, que ce soit l'Union européenne, qui aujourd'hui sortent du marché de plus en plus ces composants qui viennent du pétrole et qui sont néfastes pour la santé des gens et également pour l'environnement. Et pourtant, ce sont encore des produits qu'on retrouve tous les jours dans les shampoings, dans les déodorants, dans les crèmes que nous utilisons. Le deuxième aspect, ce sont les grandes entreprises comme les L'Oréal, les Unilever, qui aujourd'hui s'engagent pour ne plus utiliser ces dérivés qui viennent du pétrole et pour les remplacer par des composants beaucoup plus sains et beaucoup plus sûrs. Et puis le dernier aspect, je pense que ce sont les personnes comme vous, les personnes comme nous, qui ont réalisé que tous ces produits ont un effet néfaste sur notre santé, sur l'environnement, et on a envie de changer, on a envie de trouver des produits beaucoup plus sains, beaucoup plus sûrs, et ce qui permet en quelque sorte également d'avoir un impact extrêmement important sur les grandes compagnies. Alors vous avez prononcé le mot impact, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup en ce moment, des entreprises à impact, des entrepreneurs à impact. J'ai ouï dire que vous avez hésité avec des études de droit. En tout cas, vous n'avez pas fait d'études scientifiques, vous n'êtes pas ingénieur non plus. Comment est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur à impact? Est-ce qu'on peut être entrepreneur à impact quand on n'a pas de compétences techniques spécifiques, médicales, scientifiques, ingénieurs? De qui est-ce qu'il faut s'entourer? Comment est-ce qu'on travaille avec les gens autour de soi? Alors tout à fait, je n'ai aucun background scientifique. J'ai fait un bac ES, une fac de droit, et très rapidement j'ai dû quitter l'université pour devenir joueur de football professionnel. Donc ça n'a pas été facile au début, mais je ne pense pas que ce soit un frein, bien au contraire.
Je fais partie d'une industrie que je ne connaissais pas du tout au début. Je suis arrivé avec beaucoup de naïveté, avec beaucoup de questions et même dans mon quotidien, je challenge beaucoup les équipes. Et je leur dis très souvent, écoutez, si on continue à faire la même chose que les 40 dernières années, on n'est pas une compagnie innovante. Donc pour moi, ça a été, je trouve, un avantage. Après, bien évidemment, il a fallu s'entourer des bonnes personnes. D'accord, des personnes en qui j'ai pu avoir confiance, des personnes qui ont su venir me compléter. Et puis après, je pense que c'est une passion. C'est une passion parce que dans toute aventure qui prend beaucoup de temps, dans toute aventure, quand vous avez tous les jours des centaines de raisons d'arrêter, si vous n'êtes pas passionné, ça devient très difficile. Et pour moi, la passion, vraiment d'un côté pour le sport, la passion pour ces questions environnementales a joué un grand rôle. Et ce qui m'a permis de continuer quand à un moment donné, j'avais envie de baisser les bras. Et après, je pense que c'est aussi un apprentissage. Quand j'ai commencé à jouer au football, que j'avais 5 ans, je ne savais pas taper dans un ballon. Après 13 ans, je suis devenu footballeur professionnel. Même chose dans ma vie d'entrepreneur. J'ai commencé il y a plus de 12 ans. J'avais aucune idée de ce que c'était la chimie. J'avais aucune idée que dans les produits que j'utilisais tous les jours, la majeure partie, c'était des composants du pétrole. 12 ans après, je suis, comme vous dites, devenu CEO de GF Biochemicals et aujourd'hui, je m'éclate. Et il y a qui dans vos équipes, justement? Où est-ce qu'est basée l'entreprise? Comment est-ce que vous travaillez? Quel est un peu l'écosystème de partenaires que vous avez? Alors aujourd'hui, bien évidemment, donc beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques. Nous avons donc l'aventure. On a commencé l'aventure en Italie à l'époque, il y a plus de 12 ans, avec le Polytechnique de Milan. On a ensuite racheté une compagnie américaine. Et aujourd'hui, la compagnie est basée en France. Nous sommes très heureux parce que d'ici le mois d'avril, on va également lancer un nouveau centre de recherche dans le sud, à Aix-en-Provence. Donc on est en train de se développer de plus en plus en France. Et puis surtout, on adresse des marchés tels que les marchés européens et les marchés des US. Et vous avez levé des fonds également. Ça, vous avez trouvé vos investisseurs en France? Alors exactement, nous avons fait une levée de 15 millions d'euros il y a un petit peu moins d'un an avec le groupe Sofinnova, qui est un fonds d'investissement français, je pense un des fonds les plus sophistiqués et les plus performants dans tout ce qui est biotech. Donc nous sommes venus lever des fonds en France. Comme je vous ai dit, donc, nous sommes partis à peu près 12 ans en Italie. Nous avons ensuite racheté cette compagnie américaine aux US, donc nous avions les centres de recherche aux US. Et puis il y a quelques années, nous sommes rentrés en France. Donc nous avons notre headquarter à Paris. Et puis nous allons ouvrir, comme je disais, ce centre de recherche dans le sud à Aix-en-Provence. Nous avons rapatrié notre recherche en France. Et puis ce que j'ai envie de dire également, c'est que la France est en train de devenir de plus en plus compétitive. De plus en plus compétitive, on se rend compte que malheureusement ou heureusement, aujourd'hui on fait face à une guerre économique mondiale. Vous avez des continents, vous avez des pays qui aujourd'hui essayent d'être de plus en plus compétitifs, de plus en plus attractifs, je dirais. Et la France aujourd'hui est en train d'avancer et de se remettre en cause et de plus en plus d'investir dans les technologies, d'investir dans les industries du futur. Et vous trouvez toutes les compétences, là vous parlez d'un centre de recherche, vous trouvez les compétences nécessaires en France ou est-ce qu'il faut aller chercher les talents un petit peu à l'international? Alors ça, c'était vraiment une question majeure. Une question majeure quand nous avons décidé de rapatrier la recherche en France parce que nous avons des personnes qui sont nous avons des Hollandais, nous avons des Américains, nous avons des Anglais, donc on a un groupe très international. Et donc une des questions les plus importantes, c'était de savoir est-ce que nous allons trouver les talents. Parce que dans cette levée de 15 millions d'euros, c'est pas seulement pour continuer à développer des technologies, c'est pas seulement pour continuer à introduire les produits de demain, mais c'est également pour pouvoir attirer des talents et pour continuer à se développer. Donc non, à notre grande surprise, on était très heureux de se rendre compte que la France aujourd'hui a énormément de talents et qu'on peut également se développer en France. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette levée de fonds que vous avez évoquée? Comment ça se passe une levée de fonds? Quels sont un peu les enseignements que vous en avez tirés, que vous pourriez partager? Vous avez dit qu'il fallait de l'endurance pour mener ça à bien. Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé? Alors une levée de fonds, c'est jamais facile. C'était ma première. Donc je n'avais pas du tout l'habitude. Et je pense que le plus dur, c'est mentalement. C'est mentalement parce que moi je viens d'une industrie, le sport, tout est déjà défini. C'est-à-dire que vous savez par exemple que le 7 mars où vous allez jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, vous avez 3 mois, 6 mois pour vous préparer, puis vous montez en puissance. Quand vous levez des fonds, vous savez jamais quand vous allez closer. Tous les jours où vous levez, il y a un problème à adresser.
Donc c'était ces hauts et ces bas qui mentalement n'ont pas été faciles. Donc encore une fois, je pense que c'est un apprentissage. J'ai fait une première levée de fonds, donc maintenant je sais à quoi m'attendre pour la seconde. Et donc ça veut dire qu'il y a une seconde dans les tuyaux? À un moment donné, bien évidemment, on se développe, on grandit. Et puis, je pense que c'est important de également s'associer à des partenaires de qualité. C'est un petit peu pour ça que nous avons choisi Sophie Leva, parce que c'était ce qu'on appelle smart money. C'est des personnes qui connaissent très bien l'environnement et qui nous permettent d'accélérer notre growth. Alors, accélérer justement, où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise? Quels sont les marchés que vous allez adresser en priorité? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'année qui vient? Alors, comme je disais, aujourd'hui, vous avez le régulateur qui joue de plus en plus un rôle important. Et je vais vous prendre un petit peu un exemple de comment nos technologies sont aujourd'hui utilisées. Si vous prenez les shampoings, les déodorants, ce sont des produits qui utilisent donc le silicone. Le silicone qui est un dérivé du pétrole, mais qui est malheureusement pas biodégradable. Ce qui veut dire que quand vous utilisez un shampoing avec du silicone, donc le produit part par les canalisations et finit en fait dans les nappes phréatiques. Et à l'arrivée, il se retrouve dans les eaux que nous buvons. Donc le silicone est un produit qui est en train d'être sorti du marché 2024, 2025. Donc ce que nous permettons en quelque sorte, c'est d'apporter une solution et de remplacer donc ce composant qui vient du pétrole qui est néfaste pour les personnes et par l'environnement par des composants beaucoup plus durables et beaucoup plus sûrs. Et ça grâce à des technologies que nous avons maintenant développées depuis à peu près 12 ans. Donc nous avons à peu près 200 brevets sur 40 familles différentes. Donc nous adressons des marchés de la cosmétique, donc en remplaçant par exemple donc, le silicone, mais également les conservateurs, que les personnes comme vous et moi nous ne voulons plus. Nous faisons des crèmes solaires beaucoup plus sûres et beaucoup moins néfastes pour les océans. Nous adressons également des marchés tels que les pesticides. Les pesticides. C'est d'actualité ça aujourd'hui. Exactement, donc nous développons des pesticides biosourcés qui permettent en quelque sorte de ne pas affecter les fruits et les légumes et également de contaminer les sols. Donc aujourd'hui nous adressons différents marchés grâce aux technologies que nous avons développées. Donc là vous entrez en phase de commercialisation. Nous sommes déjà rentrés en phase de commercialisation il y a à peu près 1 an et demi. D'accord. Il nous reste deux minutes pour conclure. Est-ce que vous auriez des conseils à des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer? Première des choses que j'ai envie de dire, c'est tout est possible. Tout est possible. La première des choses, donc à l'école, il y avait deux sujets donc vraiment je détestais. Le premier, c'était la matière, l'anglais. Et puis je me retrouve à parler anglais maintenant depuis l'âge de 19 ans, à vivre à l'étranger. La deuxième chose, c'était la chimie. Et je me retrouve à la tête d'une compagnie de biochimie. Et ce que j'ai envie de dire également, c'est que l'écosystème français a énormément évolué. On a un gouvernement qui s'est rendu compte qu'après 10 ans, après avoir investi énormément dans le service, avoir une économie solide, ça passe également par avoir une industrie solide. Voilà. Et donc, nous avons un gouvernement qui a décidé de miser énormément sur la réindustrialisation, réduire notre dépendance aux intrants chimiques, permettre également d'accélérer cette transition énergétique et également tout ça grâce à l'innovation. Donc, beaucoup de choses sont en train de changer. Nous avons décidé de rapatrier la recherche en France. Pourquoi? Parce que vous avez un levier qui s'appelle le crédit impôt recherche, qui permet énormément aux compagnies comme la nôtre d'investir dans l'innovation et d'être soutenues. Vous avez également la BPI qui a été créée. Donc très souvent, ces technologies étaient développées en France, mais partaient aux US, partaient en Asie, pour ensuite développer leur unité de production. Les choses sont en train de changer. Vous avez la BPI qui accompagne les entrepreneurs. Et la dernière chose également, c'est de dire que la France a également compris que c'était important de se positionner sur les industries du futur. Et les industries du futur, c'est également la chimie verte. Nous remplaçons des molécules qui ont été maintenant commercialisées et produites depuis plus de 40 ans. Et donc, c'est une question de souveraineté nationale de se positionner sur ces nouveaux marchés. Et je pense que la France l'a très bien compris. On le voit également avec le plan de relance qui a été en place maintenant depuis quelques temps, et également France 2030. Et je crois qu'après, nous avons M. Fournier de la BPI, nous avons également M. Bonnel de France 2030 qui vont venir intervenir. Donc, ce sont des personnes importantes. On compte sur eux pour venir soutenir les entrepreneurs et les industries du futur. Bon, on espère qu'ils vous ont entendu. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est agréable d'entendre ces visions optimistes. Merci à vous. Merci à tous.